Alors donc oui, bienvenue à cette dernière table ronde sur le steampunk. Elle va se recouper avec certaines autres qu'on a faites, et notamment avec l'expo de Raphaël Colson ici présent sur le cyberpunk là-bas. Et hier, on a fait une table ronde aussi sur ce fameux suffixe punk qu'on met derrière cyberpunk, steampunk, mais qui a donné aussi toute une méthodologie pour créer des sous-genres dieselpunk, biopunk, atompunk, radiumpunk et le formicapunk que je cite aussi souvent, qui a été inventé par Boulet, ou le giscardpunk qui est assez proche. On peut faire vraiment tout avec. Moi, cette table elle m'intéressait parce que le steampunk est donc un héritier du cyberpunk. Alors je vous présente très succinctement, Raphaël, tu nous feras plus un historique de ça, mais c'est une forme de rétrofuturisme, c'est-à-dire de science-fiction qui se replace dans la vision de l'avenir qu'on pouvait avoir à une époque donnée, et en l'occurrence ici associé à l'ère victorienne, à la vapeur, au début de l'industrialisation. Donc vous voyez tous ces univers avec des rouages, des zeppelins, de la vapeur, des choses comme ça, et qui donc essaient de s'inspirer un peu de la science-fiction de l'époque, de Jules Verne, de ce genre de choses, des machines, pour créer un genre un peu particulier de science-fiction, et qui a été ensuite développé à toutes les sauces pour plein d'autres technologies, plein d'autres périodes. Voilà. Et moi, ce qui m'intéressait pour animer cette table ronde, je ne vous cache pas, c'est que je suis très embêté avec le steampunk, parce que c'est une esthétique que je trouve super, personnellement que je trouve assez chouette. Tout le monde en a déjà vu un petit peu, et en même temps j'ai l'impression que c'est un truc assez sous-exploité, et un truc qui est souvent justement limité à une esthétique, c'est-à-dire que ça va être, je sais que chez Calion d'ailleurs ça existe, il y a une association qui fait des costumes steampunk, et il y a tout ce truc d'essayer de reproduire cette esthétique-là, mais il y a assez peu d'œuvres majeures du steampunk, il y a assez peu d'œuvres à part de niches à part des trucs de niche un petit peu qui existent, hein. Je citerai notamment Steam Boy de Otomo, qui est un film d'animation que je trouve peut-être un des meilleurs trucs steampunk qui existent au monde, mais qui est même pas un des plus connus de Otomo. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires aussi, qui est un truc un peu comme ça, et qui rajoute aussi cette façon de réutiliser l'imaginaire de cette époque-là en reprenant des figures comme le Capitaine Nemo ou d'autres personnages comme ça de la littérature populaire de l'époque. Et je me dis qu'il y a peut-être un potentiel un peu gâché dans le steampunk, parce qu'on pourrait se dire que c'est très intéressant de revenir justement sur ce côté méta, de réfléchir à comment on voyait le futur à cette époque-là, réfléchir aux enjeux qui vont avec, parce que l'époque victorienne, c'est quand même pas n'importe laquelle, c'est le début de l'industrialisation, c'est les prémices on va dire, du capitalisme tel qu'on le connaît maintenant, mais aussi justement de l'industrie au sens de tout ce que ça amène en termes de questions écologiques. C'est un peu les origines du mal, entre guillemets, à ce niveau-là. C'est aussi associé souvent à l'Empire britannique, donc c'est aussi la colonisation. En fait, il y a énormément de thèmes, et j'ai l'impression il y a un côté pétard mouillé dans ce truc-là. Et j'espère qu'on va me donner tort, parce que je trouve ça très très triste là-dessus. Alors je vais présenter nos invités. Je vais commencer par les auteurs et autrices. Du coup, on a plusieurs personnes qui écrivent ici. Donc Victor Flory et Vincent Longrive, on dit, ou Longrive. Dans Longrive, vous êtes auteur, alors notamment de science-fiction, et vous êtes, j'imagine en particulier là, car vous avez créé un univers, alors qui n'est pas steampunk, mais qui est voltapunk, mais qui du coup se situe dans des périodes un petit peu proches, qui se situe aussi dans une histoire, pour le coup de la France, puisque c'est à l'époque napoléonienne, et qui imagine une Uchronie, une France qui aurait pris une autre direction, car on aurait utilisé des technologies électriques différentes, et qui ont donné du coup qui donnerait un futur très très différent à cette France-là. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. On reviendra sur cet univers-là. Ensuite, Léa Farr Isen, Isen, voilà. D'accord. Parce que je rencontre les gens en même temps, donc je ne sais pas prononcer les noms. À chaque fois, tu écris aussi dans les littératures de l'imaginaire, de la SF, du space opéra, et notamment aussi la Marche du Levant, qui est un roman de fantasy post-apocalyptique. Je l'ai vu décrit comme ça. Et toi, tu as un parcours assez particulier, car tu étais ingénieur à la base, puis tu es parti, tu as changé complètement de vie pour partir au Chili, faire guide et aubergiste, et puis tu es revenu en France, et maintenant
Maintenant, tu écris, donc tu pourras peut-être nous parler justement de ton rapport à la technologie et qui a l'air d'être assez présent dans La Marche du Levant, puisque tu imagines un monde qui se rapproche de la fantasy, mais où justement il y a des éléments technologiques qui nous viennent du monde d'avant. Sarah Doc, voilà, j'aurais tout merdé les noms, c'est. D'accord, donc, ok, Sarah Doc, donc journaliste, traductrice et aussi autrice de SF et de fantasy. Et ce qui m'intéresse notamment dans tes ouvrages par rapport à cette thématique, c'est que donc est-ce que c'est La Complainte qui est ici? Ok, La Complète de Forenza qui est devant elle, qui est un ouvrage toujours de fantasy qui reste dans ton genre, et notamment tu as un peu des marottes, notamment les fées, voilà, ce genre de figures de la fantasy. Mais celui-ci, tu t'en es un tout petit peu écarté pour aller vers quelque chose de plus urbain, plus inspiré par le steampunk, et sur une bascule entre un monde, on va dire, plus classique de fantasy, qui serait basé plus sur le merveilleux, les contes et légendes, et un univers plus moderne, plus technologique, avec de la machinerie. Et d'ailleurs, j'ai lu que tu t'étais inspiré de Flesh and Blood de Paul Verhoeven, entre autres, et qui est un film que je recommande énormément, parce que c'est un film justement qui parle de la bascule entre, alors pour le coup c'est pas à l'ère victorienne, mais entre justement le Moyen-Âge, le féodalisme et la Renaissance, les machines, Léonard de Vinci. Mon roman se passe à la Renaissance, Ouais. dans une cité-État italienne romancée. Donc c'est évident que Flesh and Blood était très important. C'est pas pour rien que mon mercenaire s'appelle Martin. Très bien. Et du coup, Raphaël Colson, toi, bon, c'est bon, je ne vais pas écorcher ton nom quand même depuis le temps, qui est entre autres essayiste, qui est responsable de la ville Lego. Vous pouvez voir là-bas, j'oublie souvent de la cité de la ville Lego, mais aussi de l'exposition sur le cyberpunk que vous pouvez trouver ici à l'étage et aussi dans sa version interdite aux moins de 16 ans à côté du salon du livre. Et tu as écrit de nombreux essais sur les imaginaires, et notamment un essai sur le steampunk et un essai sur le rétrofuturisme en général. Donc je commencerai bien par te donner la parole en premier pour que tu fasses bien mieux que moi un bref historique du steampunk, parce que je pense que les gens n'ont pas forcément très conscience d'où ça vient, ce délire-là. Oui, ça c'est l'enjeu des termes à donner. Oui, donc j'ai beaucoup travaillé sur deux ouvrages sur ce que j'appelle le rétrofuturisme. Donc juste bref rappel historique, c'est qu'au début des années 80, aux États-Unis, va apparaître un nouvel imaginaire qu'on appelle le cyberpunk. Donc William Gibson, Blade Runner, donc 81-82. Mais au même moment se crée une autre esthétique qu'on appelle rétrofuturisme, qui apparaît aux États-Unis, mais qui apparaît quasiment au même moment en France. Et c'est notamment la série de Jacques Tardy, Adèle Blanc-Sec, et on revisite des passés. Et quasiment au même moment, au Japon, vous avez Hayao Miyazaki, qui nous fait Nausicaa, le manga, mais le film aussi, et plus tard, Le Voyage de Shuna ou Laputa, le Château dans le ciel, 86, où lui aussi introduit des éléments rétrofuturistes, c'est-à-dire qu'on mélange un petit peu les époques. Pour faire simple, le rétrofuturisme, tel que je l'ai abordé, c'est que c'est le terme général qui va englober un ensemble de sous-thèmes. Alors, on va éviter de parler sur le rapport cyberpunk-steampunk. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est que quand le terme cyberpunk se popularise au début des années 80, vous avez des auteurs qui sont issus de ce mouvement-là, qui vont donner naissance à ce qu'on appelle le steampunk. Il y a des auteurs qui sont liés. Et c'est pour ça qu'on crée le terme, ils forgent le terme steampunk, parce qu'ils ont le terme cyberpunk en référence. Donc c'est là une des origines du fait qu'on décline après en système de punk. Au sein du rétrofuturisme, pour faire très simple, il y a trois grands... Alors il y a plusieurs, on va dire, variations. Donc les trois plus importantes, c'est le steampunk, qui grosso modo cadre sur la période du 19e siècle, donc les premières révolutions industrielles, l'énergie à vapeur. Après, vous avez un bloc qu'on appelle généralement le dieselpunk, qui lui cadre sur l'entre-deux-guerres et qui va traiter surtout du pétrole, de la manière dont on peut l'utiliser. Alors, on pourrait glisser le voltapunk entre les deux. Par exemple, le plus grand film, de mon point de vue, steampunk, c'est Steam Boy de Otomo,
Et ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'on imagine un 19e siècle transformé par la révolution industrielle et la vapeur, mais la fin du film se conclut avec la victoire de l'énergie électrique sur fond de Première Guerre mondiale. Donc on bascule dans l'âge du Voltapunk, mais qui cadre plus ou moins avec ce fameux âge du dieselpunk. Et vous avez par exemple l'atompunk, qui lui se situe après-guerre, après 1945, et traite de la période de l'énergie atomique. Par exemple, vous avez une œuvre de référence, c'est Fallout, le jeu, qui imagine une société américaine modifiée à partir des années 50, qui subit une guerre atomique, et après on rentre dans la logique post-apo. En référence sur le dieselpunk, par exemple, vous avez le film Captain Sky and the Tomorrow World, qui est l'exemple type de ce type d'imaginaire lié à cet entre-deux-guerres revisité, et Steam Boy en termes de référence pour le steampunk. Après, vous avez des tas d'autres variations. Et je sais qu'il y a, par exemple, ils ont donné un nom pour, ça doit être Rococo Punk. Et il y a encore un autre terme qui correspond, par exemple, à la révolution de la Renaissance. Et donc là, voilà, nous nous inscrivons là-dessus. Donc, si vous voulez, de manière générale, au sein de ce grand terme rétrofuturiste, il y a différentes époques et il y a des noms qui sont collés à ces époques. Maintenant, la définition simple du rétrofuturisme, c'est simplement un moment des auteurs, donc à partir du début des années 80, qui vont puiser dans l'héritage culturel ancien. Donc là, moi, je vais prendre par exemple le dieselpunk, donc l'entre-deux-guerres. Ils vont puiser dans les classiques de ce qu'on appelle l'âge d'or américain, états-unien, donc les fictions, les robots, les savants fous, tous ces éléments-là qui étaient des éléments iconiques de l'époque. Et ils vont les rassembler au sein d'une seule fiction. Donc il y a une logique en fait métafictionnelle et une logique aussi métatextuelle. Prenez par exemple Alan Moore, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est une relecture de tout le fond historique culturel du 19e siècle, où on ramène tous les grandes figures, donc Nemo, Jekyll et autres personnages, dans une seule fiction. Et du coup, on produit une fiction décalée, où on peut tout associer, et en même temps, c'est une relecture culturelle sur cette époque. Et ça sera un des points après du débat. Merci, c'était très clair, je pense. Je ferais bien un petit tour de table déjà, savoir vous, ce que ça vous évoque le steampunk en lui-même. Est-ce que c'est juste un mouvement esthétique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire, qui a du potentiel? Ou alors est-ce que c'est juste une étiquette commerciale pour faire un sous-genre de science-fiction? Voilà, vos premières impressions là-dessus. C'est plusieurs choses à la fois. Pour certains, ce n'est qu'une esthétique. Pour d'autres, c'est une réflexion sur la révolution industrielle et les machines. Ça dépend véritablement des auteurs. Dans La Machine à différence de Bruce Sterling, ce n'est pas seulement une esthétique, c'est vraiment une réflexion sur la technologie. Donc, ça dépend des auteurs. Mais je vais juste rectifier quelque chose. J'écris de la fantasy, mais ce n'est pas la première fois que j'utilise la technologie. J'ai toujours utilisé la technologie dans mes textes. Mon premier bouquin, Technoferry, ce sont des faits technologiques, justement, qui vont jusqu'à construire des vaisseaux spatiaux. Donc, je suis toujours à la frontière entre la fantasy et la science-fiction. Mais vraiment, ça dépend des livres, ça dépend des auteurs, de la réflexion, soit uniquement esthétique, soit uniquement référentielle par rapport à une littérature du 19e siècle, comme on parlait de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, soit vraiment une réflexion sur la révolution industrielle et ce qu'elle a apporté, et parfois même une dimension de roman noir. Oui, mais alors quand Anne m'a proposé il y a quelques mois le thème de cette conférence, steampunk, j'ai tout d'abord eu quelques sueurs froides. Je me suis dit, le steampunk, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Quel ignare tu fais? Je me suis rué sur Wikipédia, bien sûr, et puis là tout de suite j'ai compris de quoi il s'agissait. J'ai dit, ah oui, bien sûr, mais en fait tu ne connais que ça. Et puis j'ai un petit peu creusé parce que j'ai fait quand même un petit peu de préparation et je me suis aperçu qu'en fait c'est une esthétique dont on est très familier sans même si on n'a jamais entendu le terme de steampunk. Et effectivement, j'ai repensé à Adèle Blanc-Sec Tardy, j'ai repensé à certaines bandes dessinées de Peter Schuiten. Alors il n'est pas exactement peut-être dans l'époque victorienne, mais on sent bien qu'il est proche de ce rétro-futur. J'ai pensé à Caro et Jeunet, La Cité des enfants perdus, où on est complètement dans cette esthétique.
Et je me suis aperçu qu'effectivement, elle est très, très présente. Avant même peut-être d'avoir dit son nom, elle était déjà présente comme une source d'inspiration. Et je me suis demandé pourquoi elle était aussi présente et fascinante. Et je crois qu'effectivement, l'aspect esthétique est fondamental. Si vous demandez, enfin, si vous allez acheter un jouet en bois ou un petit train électrique pour votre enfant, s'il a le choix entre une jolie locomotive à vapeur noire où on voit les pistons et les roues qui tournent ou un TGV, enfin, a priori, il y a de fortes chances qu'il choisisse la locomotive à vapeur. C'est une époque où la machine est encore très esthétique et il y a une partie de gratuité dans cet esthétisme. Et c'est ça qui me paraît très intéressant dans cette époque. On n'est pas encore dans le règne de l'utilité absolue. Ces objets, bien que fonctionnent les technologies, ils ont encore du panache. Et panache de fumée, entre autres, mais c'est le cas de le dire, mais ils ont du panache. Si aujourd'hui vous faites une brocante et vous tombez sur une des premières radios TSF ou un vieux téléphone à cornet comme ça ou un gramophone du 19e siècle, même s'il ne marche pas, vous avez envie de le mettre sur votre étagère. C'est un bel objet. Qui a envie aujourd'hui de faire la collection d'iPhone ou de ce genre de choses? Enfin, ils sont ergonomiques, design, aérodynamique, mais ils n'ont aucune beauté intrinsèque. Donc il y a peut-être cette nostalgie qui joue beaucoup de cette époque où la technologie avait encore une beauté gratuite. Et peut-être aussi ce qui nous fascine dans ce tournant de la révolution industrielle, c'est peut-être que c'est des bêtises, l'humanité en a fait beaucoup depuis longtemps, mais c'est peut-être le moment où on commence une bêtise irrémédiable. Donc aujourd'hui, sachant où on se trouve, dans la crise environnementale dans laquelle on se trouve, on a l'impression que c'était un peu le moment où on a fait le faux pas irrémédiable. Alors ça explique peut-être aussi cette volonté de revenir dans ce rétrofutur, se dire et si on avait fait différemment à ce moment-là. Après, on parlera peut-être par la suite ensuite de l'aspect social, lutte des classes, etc. Mais voilà, première. Alors du coup, n'étant pas un théoricien, je ne vais pas revenir sur ce qu'est le steampunk, mais je vais plutôt parler de ma relation à lui. Le steampunk, au départ, en fait, je me suis pas dit je vais faire du steampunk parce que j'ignorais complètement, enfin, je savais pas trop ce que c'était. J'avais lu tes livres d'ailleurs et ceux d'Étienne Barillet. Mais en fait, ce qui m'intéressait le plus dans le steampunk, et je ne savais pas encore que c'était vraiment une partie du steampunk, c'est son exercice référentiel, c'est-à-dire de prendre des éléments de la culture populaire et de se les approprier, de les mettre ensemble, un peu comme un grand patchwork. Et donc, dans l'Empire électrique, c'est exactement ce qui me fascinait, c'était de reprendre Sherlock Holmes, Zorro, Jack l'Éventreur, Gavroche, et puis de les réutiliser un peu comme un Playmobil et de me dire, hey, là, Sherlock Holmes, on dirait qu'en fait, il a été emprisonné par Napoléon. Ah, hop, dans la geôle. Et ce qui me plaisait, c'est que le lecteur, lui aussi, il connaît Sherlock Holmes et il se dit ah oui, et du coup, il utilise tel aspect de Sherlock Holmes, mais il en fait ça. Du coup, c'est prendre à contre-pied le personnage. On s'amuse avec le lecteur. Et ça, c'est extrêmement. Alors, ça peut être drôle, ça peut être tragique, etc. Mais c'est un des aspects du steampunk qui me fascine le plus. Puis après, il y a des spécialistes qui sont arrivés qui m'ont étiqueté steampunk. Alors du coup, comme j'étais un peu tête de l'art, j'ai dit bah non, en fait, c'est pas du steampunk, steam, c'est la vapeur. Alors c'est du voltapunk. Et du coup, comme je suis le seul à faire du voltapunk, et ben je suis le meilleur. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors maintenant, on est deux, du coup. Mais du coup, comme ça va, comme on est alliés, c'est bon. Il est dans mon équipe. Ou je suis dans la sienne. C'est le début d'une secte. C'est le début d'une secte. C'est le début d'une secte. Donc venez à moi, voltapunker. Voilà. Et puis du coup, on parlait d'esthétique. Oui, c'est vrai que c'est une esthétique. Quand on parle de Donc effectivement, comme c'est du voltapunk, là on est plutôt à la fin du 19e siècle, puisque vous savez que l'électricité a commencé à se développer vraiment en 1880-90. La fée électricité, hein, c'est comme ça que les gens appelaient l'électricité en France à la fin du 19e siècle, fait son apparition, et avec elle une esthétique incroyable. Et là je vais citer un film, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres intéressantes qui ont été citées, donc je vais me concentrer sur l'aspect électrique. Je ne sais pas si vous avez vu Le Prestige, hein, qui est tiré d'un livre de Proust, mais qui est du coup un film de Christopher Nolan. Et je trouve que c'est un des films qui rend le mieux cette fascination pour l'électricité qui vrombit, qui grésille, qui bourdonne, qui est bleue, qui est vert, qui est verte, qui est presque magnétique, animale. Et quand on regarde un jaillissement électrique, donc je prends l'exemple de la bobine de Tesla, si vous avez tous vu une bobine de Tesla en fonctionnement, on pourrait la regarder pendant des heures. D'ailleurs, je la regarde pendant des heures. Voilà, je passe pour un fou, j'en ai conscience. Mais prenez une vidéo YouTube, mettez bobine de Tesla et puis vous la regardez. Et là, c'est fascinant. Et donc, c'est vraiment cette esthétique que j'avais envie de retrouver dans le monde de l'Empire électrique.
Et comme tu le disais, je pense que c'est très vrai. En fait, c'est une période aussi, donc 19e siècle, fin ou début, hein, où en fait l'humanité, ou plus précisément la société occidentale, fait des choix radicaux et qui vont orienter toute la société ensuite. Des choix des choix de société, sur la valeur qu'on accorde à la technologie, l'utilitarisme, le progrès en fait. Hein. Le progrès, c'est à ce moment-là qu'on invente le progrès et qu'on dit, en fait, la technologie, elle va continuer à croître de façon infinie. Donc en fait, l'espèce humaine, elle va croître avec lui et tout va aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes, jusqu'à l'infini. Et à la fin, on sera des dieux, des surhommes, quelque chose de magnifique. C'est pour ça que la question aussi du transhumanisme, à mon avis, est profondément steampunk. Et quand on a des gens dans la Silicon Valley aujourd'hui qui s'amusent à se greffer des puces électroniques dans les mains ou dans le cerveau, en fait, sans le savoir, ils sont dans la continuation de ce qui est l'essence de la technologie depuis le 19e siècle dans la société occidentale. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on va pouvoir progresser comme ça, presque divinement vers l'infini. Et donc, à mon sens, c'est évidemment une erreur, mais c'est quand même intéressant de voir ça et de se rendre compte que... et du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est pas La grave. naissance du progrès comme croyance, en fait. Ouais, comme croyance téléologique. Parce que finalement, nous, les gens qui écrivent du steampunk, on arrive un peu après la bataille. Après Jules Verne et tous ces auteurs qui sont plutôt optimistes, je les caricature, hein, parce qu'ils ne sont pas que optimistes, mais on a compris que finalement, le progrès technique, il ne s'accompagne pas forcément du progrès social, du progrès moral, du progrès... et que, en fait, bien souvent, la technologie, elle est là pour accompagner aussi les travers de l'homme, c'est-à-dire qu'on s'en sert pour oppresser, pour réduire les alternatives, et puis pour bousiller la planète aussi, comme tu l'as si bien dit. Et donc du coup, le steampunk d'aujourd'hui, il sert aussi à dire ça. Et le steampunk, en fait, c'est très large. Hein. C'est vrai que je me souviens d'une table ronde qu'on avait faite ensemble où la conclusion, c'était de dire que le steampunk, en fait, c'était une démarche consistant à aller chercher plein d'ingrédients et qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et pour les mettre ensemble. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est cette gymnastique intellectuelle, cette fraîcheur, cette envie de rassembler des éléments épars pour en faire une nouveauté qui caractérise l'esprit steampunk le mieux. Donc, c'est plus qu'une esthétique, c'est plus qu'une réflexion, c'est un état d'esprit, voilà, à mon sens. Sans surprise, ma vision du steampunk n'est pas très différente de celle de mon co-auteur. Donc je ne vais pas forcément m'étendre autant que lui. Mais je crois quand même qu'à l'origine, il y a aussi ce côté un petit peu bourgeois gentilhomme de je faisais du steampunk sans le savoir. C'est-à-dire que le steampunk n'était pas réellement quelque chose qui était au centre de mes intérêts. Par contre, j'ai depuis longtemps une passion pour Sherlock Holmes, décidément. Et je crois que de cette figure, cette esthétique victorienne qui en ressort, est née sans doute une passion pour plus largement le 19e siècle. Et c'est un peu ce qu'on explore. Parce que c'est un siècle qui me passionne historiquement et littérairement. Historiquement, c'est un siècle de changements incroyables. Et la France en particulier est le théâtre de changements politiques permanents au 19e. On passe par la Première République, au Premier Empire, la Restauration, à nouveau l'Empire, Seconde Restauration, et puis Monarchie de Juillet, et puis Deuxième République, et puis Second Empire, et puis Troisième République. On a une époque qui est une époque de bouleversement, à la fois donc politique et social. Donc il y a un terreau là qui est fascinant. Et dans ce terreau, il n'y a pas seulement la France, bien entendu. C'est vrai qu'on parlait de l'univers britannique qui souvent est le cadre des aventures steampunk, hein, pas seulement pour les auteurs britanniques, puisqu'on citait Steamboy, mais il y a quelque chose dans ces c'est plus de 100 ans en réalité, si on part de la Révolution jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a un changement total, et qui naturellement amène à se dire, et si ça avait changé encore plus? Déjà, les auteurs de l'époque, bien entendu, ont imaginé ce que ça pouvait être de plus, même si le plus souvent, Jules Verne, pour citer la référence à laquelle on pense tout de suite en matière de SF, Jules Verne, il situe ses histoires au 19e. Il situe ses histoires de son vivant. Il se projette très rarement dans l'avenir. Donc c'est vrai qu'on arrive un peu après la bataille, comme tu l'as dit, mais pour refaire la bataille. On rejoue la bataille. Et de cette esthétique, en effet, la beauté du cuivre qu'on connaît bien, mais aussi une certaine classe dans les costumes, mine de rien. De cette esthétique qu'on voit représentée par tant de chapeaux, de costumes,
qui immédiatement identifie une époque. On a envie de jouer avec, de transposer. Et je pense que c'est pas un hasard si l'époque napoléonienne engendre aussi le premier grand mythe de science-fiction qui est Frankenstein. Et c'est de cette rencontre d'ailleurs entre politique et littérature scientifique, qui va faire naître, nous, notre univers Voltapunk. Mais on est à une époque où les bouleversements humains sont à la fois politiques et scientifiques. Et si on raconte nos histoires à la fin du 19e siècle, c'est parce que ce qui est intéressant de voir, c'est pas seulement la création de cette uchronie, de ce bouleversement, c'est de voir comment ça évolue, comment ça a évolué, comment ça peut évoluer. Et l'esthétique steampunk, et Voltapunk en particulier, a ce charme de dire on est dans quelque chose de nouveau. Même pour les gens qui sont installés dans ce monde, c'est nouveau. C'est un nouveau qui est ancien pour nous et qui est pourtant nouveau pour eux. Et on est à la rencontre de ces deux mondes, dans ce bouleversement. Est-ce qu'on est dans le passé, est-ce qu'on est dans le futur? Le rétrofuturisme, justement, il permet ce bouleversement. De se dire, on est à la fois dans quelque chose de confortable, on reconnaît quelque chose qu'on a vu dans les livres d'histoire, sauf que c'est différent. C'est nouveau. Je voulais juste dire une chose. Je t'en prie. Alors, tu parles d'époque napoléonienne pour Frankenstein. Je suis profondément désolée, je ne suis pas française. C'est un roman victorien qui n'a absolument rien à voir avec Napoléon. Alors, non, parce que Marie Shelley écrit ça juste après les guerres napoléoniennes. Et donc en 1816. Et Marie Shelley est française, influencée par Napoléon. Non. Alors, elle l'écrit à Genève, alors c'est certes pas en France. C'est certes pas en France. Mais c'est pas victorien, puisque l'époque victorienne. Ah. Mais Sarah, je ne voulais évidemment pas insulter à qui que ce soit. Bon, alors historiquement parlant, l'époque victorienne, me semble-t-il, commence en 1836. Et nous avons un débat conflictuel sur l'origine de la science-fiction. Je m'arrête donc. Que je ne peux pas trancher, qu'on ne tranchera peut-être pas à ce moment-là. Bon, tu voulais peut-être dire un truc en plus là-dessus. Alors, si, voilà. Non, je voulais juste compléter tout à l'heure le propos de l'équipe par rapport au rapport esthétique. C'est-à-dire que le fait de trouver une esthétique du progrès ancien qui était réellement esthétique, il y a une chose importante, c'est que le rétrofuturisme, s'il apparaît au début des années 80, donc dans cette relecture métatextuelle d'un héritage ancien, il y a une césure qui va s'opérer en fait avec les années 2000, le rêve de l'an 2000. Et que, on va dire très globalement, c'est grossier, je ne vais pas affiner, mais globalement, il y a eu une déception à l'égard des rêves de l'an 2000. Tout au long du 19e et 20e siècle, la littérature, l'imaginaire, la presse de vulgarisation scientifique a construit un mythe de l'an 2000. Les voitures volantes, les gratte-ciel, tout un ensemble d'éléments. Et quand on est arrivé dans le réel en l'an 2000, il y a eu une déception. Et par rapport à cette déception, il y a eu un fort développement du rétrofuturisme dans son angle dieselpunk, donc l'entre-deux-guerres, et steampunk. Parce que c'était une manière intellectuelle, effectivement, de réenchanter l'imaginaire futuriste. Dans la mesure où, en plus, arrivé à l'an 2000, on a toute cette problématique de l'impact technologique, le développement, la dépendance technologique, un avenir qui n'est pas forcément très, très séduisant. Le fait de développer le rétrofuturisme sous tous ses angles, c'était une manière de réenchanter, c'est une manière de fuir aussi un avenir qui est qui est plutôt anxiogène. Et donc ça participe, et le fait de se réfugier dans ce passé, tout d'un coup réenchanté, on en arrive à l'importance effectivement de l'esthétique, parce que le rétrofuturisme permet de reconstruire un jeu esthétique. Et c'est là où on arrive à cette problématique formelle du rapport du fond et de la forme. Du coup, je vais peut-être rebondir tout de suite là-dessus, moi-même, entre moi. Rebondis-toi. Donc, je me réponds à moi-même.
Non, c'est simplement dans le travail de recherche que j'ai fait sur le rétrofuturisme, donc sous tous ces labels, sous toutes ces formes. Il y a un moment, j'ai constaté un vrai problème de rapport fond et forme. Pour faire simple, le dieselpunk, c'est l'entre-deux-guerres. Je vais vous évoquer 2 œuvres de référence que je vais utiliser comme exemple, qui est Planetary, une bande dessinée de Warren Ellis, scénariste britannique, et une bande dessinée française, La Brigade Chimérique. Donc, qui sont 2 œuvres de référence qui rentrent pile poil dans cette période du dieselpunk, dans l'entre-deux-guerres. Et je vais prendre en référence pour le 19e siècle donc l'œuvre d'Alan Moore, La Ligue des Gentlemen, ce qui va nous permettre en fait d'utiliser des exemples. Moi, personnellement, je suis très sensible au dieselpunk dans la mesure où les auteurs qui abordent cette époque ou qui réinvestissent et réinventent cette période sont confrontés, à l'expérience totalitaire. Si vous faites du dieselpunk, vous ne pouvez pas passer à côté de l'expérience totalitaire, du traumatisme de la Première Guerre mondiale, parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure par notre rapport au progrès, c'est qu'historiquement, la science-fiction du 19e, elle est utopiste. On projette un futur en imaginant que la technologie va permettre de créer des meilleures sociétés. La Première Guerre mondiale met fin à cette illusion, puisque le progrès et la technologie peuvent être mis au service de la destruction. Et à partir de ce moment-là, de manière générale, dans l'imaginaire de la science-fiction, on va basculer dans une logique dystopique. Et à partir de l'entre-deux-guerres, et c'est très fort, on va prendre Le Meilleur des mondes, 1984, à ce moment-là, l'utopie en science-fiction va devoir cohabiter avec la dystopie, qui va devenir de plus en plus envahissante dans la mesure où l'avenir est de moins en moins sympathique. Donc voilà pour un peu situer. Donc des auteurs comme par exemple donc pour la Brigade Chimérique va mettre en place des héros populaires de l'entre-deux-guerres, mais dans un contexte de pré-Deuxième Guerre mondiale, avec des régimes totalitaires, la Russie, l'Italie fasciste, ces éléments-là, donc qui revisitent réellement politiquement. Par contre, Alan Moore, quand il fait La Ligue des Gentlemen, il se saisit de tous les éléments de la culture du 19e, mais va produire une œuvre qui est essentiellement formelle. C'est-à-dire, je reprends des personnages, je les mets dans une seule métafiction, je mets dans toutes les cases un détail qui renvoie à des éléments de la culture anglophone, britannique, qui sont même pour nous illisibles, et je m'amuse. Et je crée quelque chose de formel qui est très sympathique. Maintenant, quand vous reprenez donc même un auteur britannique, donc Warren Ellis, qui fait Planetary, en fait, va aborder à la fois le 19e et le 20e siècle. Donc toujours dans une approche métatextuelle, c'est-à-dire qu'il reprend des personnages culturels de ces époques-là, crée des nouvelles ligues, comme l'équivalent de la Ligue des Gentlemen, sauf que Warren Ellis, c'est avant tout un romancier de science-fiction. Et donc, au lieu de rester sur juste une logique formelle, il va par exemple produire un vrai propos, c'est-à-dire qu'en fait, ça va déboucher sur une utopie technophile. Donc, il propose. Alan Moore, par exemple, c'est juste je m'amuse avec quelque chose, mais je ne propose pas quelque chose. Et ces 2 exemples-là, c'est juste que Warren Ellis, dans Planetary, introduit toutes les notions, effectivement, du fascisme, du traumatisme de la guerre, puisqu'il aborde une période plus grande. Et, par exemple, Alan Moore a tendance à effacer. Et du coup, pour finir, de manière plus globale, ce que j'ai remarqué, c'est que la fiction steampunk va mettre en avant l'esthétique et va complètement délaisser le contexte sociopolitique du 19e. C'est-à-dire pas de lutte des classes, ou tout du moins c'est occulté. L'impact de la révolution technologique, on n'évoque pas sur l'angle de la pollution ou ces éléments-là. Le 19e, c'est l'apparition des grands courants de pensée du libéralisme, du communisme, de l'anarchisme. C'est des choses qui sont généralement occultées. Et à un moment, pour être très franc et honnête, j'ai écrit donc des ouvrages au milieu des années 2010. Et après, j'ai abandonné le rétrofuturisme, à part certaines œuvres, notamment Dieselpunk, dans la mesure où quand j'arrive à lire des romans d'auteurs britanniques, et que le roman, c'est quoi? C'est Londres, 19e, métamorphosé par la technologie, on a des robots, on a des enquêteurs qui viennent plutôt de la haute société, qui mènent une enquête qui s'oppose à un savant fou avec son armée de robots, et ça s'arrête là. Et donc, il y a un moment, lire une œuvre esthétique, c'est sympa,
Mais moi, ce qui m'intéresse dans la science-fiction de manière générale, sous toutes ses formes, c'est qu'il y a un propos derrière. Et qu'autant les auteurs du dieselpunk abordent et se confrontent à la question totalitaire, à la question du traumatisme de la guerre, autant je trouve, de manière générale, que les auteurs qui abordent le steampunk évitent ce genre de questions. Par contre, et c'est là où je vais rebondir avec l'équipe, c'est que quand Victor et Vincent m'ont parlé de leur dernier projet l'an passé, c'est pour ça qu'on a voulu développer cette table ronde, c'est qu'ils vont aborder des questions justement qui font que, ah oui, ben non, finalement, le steampunk n'est pas qu'une esthétique apolitique, mais elle peut peut-être conduire à autre chose. Donc ça, c'est juste, je finirai, après je me tais, c'est juste en fait en faire une résonance par rapport à notre table ronde sur le cyberpunk, où là aussi on partait sur un a priori, c'est-à-dire le cyberpunk, il y a des critiques à faire sur cette esthétique. Et en même temps, on a eu des auteurs qui ont été invités qui nous ont dit, bah non, finalement, on dépasse ce cadre. Et là, ce qui est intéressant là, c'est que par rapport à un constat qui est relativement récent, je veux dire milieu des années 2010, donc 4-5 ans, on en arrive à, ah ouais, non, c'est vraiment apolitique le steampunk, et il y a des auteurs qui non, bah non, on va justement dépasser ce prisme. Oui, enfin, je te passe la parole après. Juste là-dessus, je rajoute quelque chose parce que tu me fais vraiment la transition là-dessus sur l'aspect. Effectivement, si c'est finalement qu'une esthétique effectivement un peu gratuite des fois. Et en réalité assez nostalgique puisque c'est un rétrofuturisme, donc si on aime aussi cette période et son esthétique, c'est une forme de nostalgie, on peut aller sur un terrain justement assez glissant, c'est-à-dire déjà être nostalgique de manière, on va dire, aveugle, sans trop se poser de questions, et développer une esthétique de l'ère victorienne, c'est assumer un bagage spécial quand même, parce que c'est quand même pas non plus une époque on va dire, c'est une époque qui est quand même assez sombre sur plein d'aspects. Et vous, alors vous êtes sur napoléonien, et je me dis comment vous bossez ça, parce que pareil, être nostalgique de Napoléon, il y en a, on connaît, mais c'est un choix, c'est spécial quand même. Donc comment vous traitez ce rapport à l'histoire en fait et à la période? Alors il n'y a aucune nostalgie de Napoléon. Clairement. Enfin moi du coup je suis historien, alors je dis toujours que je suis historien du dimanche parce que du coup en fait je suis passionné d'histoire plutôt, c'est-à-dire que je dévore ce que d'autres écrivent très bien, et je crois que Napoléon, on va pas le juger puisque c'est un personnage historique, mais j'aurais pas aimé vivre à son époque, et je suis pas certain que les personnes de son époque aient bien vécu sa domination. On peut en parler aussi pour la France, mais également pour le reste du monde. Et là, moi, ce qui m'intéresse, et c'est bien parce que, comme tu le dis, hein, on en arrive à cette conclusion qui est normalement en milieu de table ronde, de dire le steampunk, c'est la nostalgie du passé, c'est une littérature politique, etc. Et pour moi, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que le steampunk, c'est l'occasion de mettre justement le doigt là où ça fait bien mal et d'appuyer très très fort. Voilà. Je commence avec l'Empire électrique, parce que dans l'Empire électrique, déjà, j'essaye d'aller chercher les ouvriers, hein, parce que le 19e siècle, on l'oublie trop souvent, effectivement, c'est pas seulement le noble avec son petit chapeau haute forme qui est milliardaire, qui va enquêter effectivement sur les crimes de l'abominable Jack l'Éventreur. C'est aussi l'ouvrier, hein, c'est Germinal, c'est des gens qui se lèvent à 5h du matin pour aller au fin fond des mines, et qui passent leur vie là-bas et qui meurent en crachant du charbon. Enfin voilà, c'est vraiment une époque, je pense que 90% des gens qui vivent à cette époque souffrent enfin, on n'a pas idée en fait, on n'a plus idée si peut-être si en allant dans certains pays aujourd'hui, mais on n'a plus idée de ce que ça pouvait être, et puis de la violence des rapports sociaux. Il faut relire des textes de Schneider qui expliquent que certes moralement il est contre le travail des enfants, mais que économiquement c'est pas viable en fait de ne pas faire travailler des enfants. C'est génial franchement de relire ces livres, parce qu'aujourd'hui avec le recul qu'on a, on se dit mais comment est-ce que ça a pu être exprimé? Et du coup, alors, bon, c'est bien sûr, on enfonce des portes ouvertes en critiquant ces idées, mais ce qui est intéressant, c'est de reprendre ces rapports sociaux ultra féroces. Parce que tu parles de politique, mais moi j'ai toujours dit, je ne veux pas faire de politique, je veux juste interroger. Je comprends qu'il y a des auteurs qui veulent faire de la politique, et je respecte ça. Moi, je ne veux pas faire de la politique, je veux aller là où ça fait mal, je veux interroger sans forcément juger ou donner ma propre conclusion. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a fait avec ce livre, notamment en allant un peu plus loin, à mon avis, sur la colonisation. C'est-à-dire, allez, si on prend tous les livres de steampunk, qu'est-ce qui parle de colonisation? Il n'y a presque rien. Allez, si on gratte un peu, il y a quelques colons qui vont sur des planètes étrangères pour dominer des Vénusiens. Hein. Alors c'est sympa, mais ça permet de cacher aussi de quoi on parle. Là, on va directement là où ça fait mal, on va au Congo, c'est-à-dire la pire expérience coloniale de notre histoire.
le Congo, c'est un génocide, hein, c'est des millions de morts, c'est Léopold qui emploie des gens qui meurent à petit feu pour construire des chemins de fer dans la forêt, c'est des gens qui sont coupés les mains parce que les soldats de l'armée coloniale sont censés rapporter des preuves qu'ils utilisent des munitions. Donc chaque munition, c'est une main coupée, hein, pour justifier la munition, sinon le soldat qui est employé eh bien, est châtié parce qu'il a mal utilisé sa munition. Donc c'est vraiment des choses qui sont très dures, mais pour autant, tu m'arrêtes, hein, Vincent, si tu n'es pas d'accord. Mais je pense que, moi, ça me barbe les œuvres moralisatrices, même si parfois elles ont raison d'être moralisatrices. Mais du coup, je me suis dit, voilà, on va parler de tout ça. On va pas occulter ça. On va arriver effectivement dans une uchronie, c'est-à-dire un monde qui n'est pas le nôtre. Mais c'est pas pour ça qu'on fait du négationnisme. C'est-à-dire que tout ce qui est horrible, on va le prendre, on va le mettre vraiment dans notre monde uchronique. C'est-à-dire qu'il y a tout, hein. Il y a les mains coupées, il y a le génocide, etc. On va même un peu saupoudrer ça de science qui ne s'est pas produite, mais une science qui n'est pas de notre monde, mais qui ne fait que souligner cette réalité. Par exemple, l'épingleur, c'est les soldats les Européens qui colonisent. Ils ont un épingleur, c'est-à-dire une sorte de carabine voltaïque. Ils visent les colons, les Africains qui travaillent mal, et ils leur envoient des sortes d'épingles qui viennent se ficher directement dans le cerveau et qui, en fait, vont électriser une partie de leur cervelle. C'est une façon de les asservir, et ça les transforme en zombies obéissants. Donc ils sont obligés après d'obéir, ils sont à moitié idiots. Et donc c'est une des nombreuses inventions qu'on a développées qui ne fait que souligner quelque chose qui est historique en fait. Donc on utilise une fantasmagorie pour illustrer. Hein. C'est un peu toujours ce que je dis sur la fantasy ou le steampunk ou quelque œuvre imaginaire que ce soit. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui n'existe pas pour souligner quelque chose qui est existant. Après, c'est important de faire la différence. C'est pour ça que dans notre livre, on dit allez voir des ouvrages d'historiens véritables. Van der Broek, par exemple, qui est génial, qui fait une histoire du Congo de A à Z, qui est magistrale. Nous, c'est pas un livre d'histoire, c'est un roman. Donc on dit des choses qui n'existent pas, mais on n'oublie pas ce qui a existé. Alors, je crois que justement, ce qui était intéressant, ce qui nous a motivés quand on a commencé à imaginer cet univers ensemble, parce que ça fait 12 ans, mine de rien, qu'on le travaille, c'était l'idée, comme je le disais tout à l'heure, de la rencontre entre science et politique, avec ce monde napoléonien au départ, qui tout de suite pouvait avoir un autre aspect, pas seulement esthétique, mais déjà esthétique, quand on lui adjoignait de l'électricité. Et le fait d'employer l'Uchronie pour développer cet empire, c'est une facilité, c'est dire c'est la base même de l'idée d'Uchronie. La première Uchronie célèbre parlait déjà de Napoléon, maître du monde, mais là en disant on prend l'Uchronie, on prend Napoléon et on développe l'empire napoléonien. C'est une facilité parce que tout le monde connaît Napoléon, ou quasiment. C'est une figure ultra connue, c'est sûr que on n'a pas trop à présenter cet aspect-là. Mais mine de rien, oui, Napoléon, il provoque de la nostalgie chez certains parce que s'il est connu, c'est par une forme de roman national, évidemment. Nous, nos romans, c'est pas le roman national. Et alors, il ne s'agit pas de dire Napoléon c'est le diable non plus, mais clairement de casser ce roman et essayer de réinventer un petit peu la réalité des fantasmes qu'il y a derrière ce roman. Si un empire peut se maintenir, c'est aussi par l'image qu'il veut donner de lui-même, et on s'intéresse aussi à l'idée de propagande là-dedans, parce qu'on a un personnage dans le fleuve électrique qui est un journaliste qui en réalité n'enquête pas la réalité, la vérité, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est transmettre la bonne parole qui descend du palais impérial et qui va se confronter à la réalité sous son aspect le plus sombre, le plus atroce. Et c'est aussi cette progression qui nous intéresse, de passer de la vision que la politique peut vouloir transmettre d'une réalité à la réalité la plus crue. Et puis, le fait de garder un empire qui se perpétue dans ce monde, c'est aussi rappeler que l'entreprise coloniale, c'est la création d'empires à nouveau. La Troisième République, en lançant ses conquêtes en Afrique principalement, en Asie aussi, elle disait c'est notre empire colonial. Alors on avait cette ambivalence politique de dire on est une république, nous sommes la démocratie, mais on a un empire. On a un empire parce que ce sont des peuples auxquels on va apporter la civilisation. Et alors, c'est sûr que ce que tu disais, quand on revisite un 19e et qu'on présente uniquement
oh, un point de vue, oh, c'est merveilleux cette technologie que nous avons qui fait tant de bien à tout le monde. Non, 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 clairement. Il y a quelques privilégiés pour qui la technologie est un cadeau. Et puis, il y a la masse énorme de tous ceux qui subissent la technologie, qui sont employés, dans le meilleur des cas, dans le pire, esclaves. Et bon, est-ce qu'il y a un lien avec notre monde moderne ? Peut-être. Peut-être. Oui, alors, une petite anecdote que je voulais juste glisser. Je suis loin d'être aussi docte que vous sur le sujet, mais récemment, un peu par hasard, je suis tombé sur Netflix, parmi la foule de nanars qu'on y trouve, sur une série d'animation. J'espère que je ne me trompe pas sur le nom. Je crois que ça s'appelle Arcane. Ça vous dit Oui, quelque je voulais en chose parler, donc tu ne te qui, trompes pour pas. l'occasion, a été une très bonne surprise. Je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Et là, il y a vraiment une esthétique steampunk pour l'occasion. Au moment où je l'ai regardé, je ne savais pas que ça s'appelait du steampunk, mais j'ai tout de suite fait le rapprochement ensuite. Et là, pour l'occasion, c'est un contre-exemple de ce qu'on disait, parce que là, les rapports de classe sont très présents au centre de l'œuvre. Il y a vraiment cette idée des hauts sommets de la ville, ceux qui ont la chance d'être près du ciel, près de la lumière, dans les beaux palais, dans des belles tenues avec des boutons dorés, dans des tenues victoriennes, et puis les bas-fonds, et plus on s'enfonce dans les bas-fonds, et plus on a un environnement, un air vicié, des gens malades et victimes de cette technologie. Donc là, pour l'occasion, un bon contre-exemple d'une œuvre qui a vraiment, pour l'occasion, adressé cette idée de classe, de caste très fortement. Et puis, la deuxième petite remarque que je voulais faire, en fait, parce que c'est vous qui m'avez inspiré avec votre histoire de Voltapunk, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on invente l'électricité, on sort de l'âge du charbon. On n'a jamais grillé autant de charbon qu'aujourd'hui, et on va continuer. Il faut savoir, par exemple, que lorsque vous mettez des panneaux solaires sur la toiture de votre maison, en fait, vous allez dépenser plus de charbon que si vous produisez l'électricité avec une petite centrale à charbon chez vous. Simplement, vous avez déporté la combustion du charbon en Chine pour la fabrication des panneaux solaires. Et pour que votre panneau solaire fasse une économie de CO2 dans l'atmosphère, il faudrait qu'il dure à peu près une trentaine d'années. Donc c'est vous dire qu'en vérité, quand on passe à l'électricité, quand on passe au solaire, de ces choses-là, on est toujours dans l'ère du charbon. En fait, on en a besoin encore plus qu'avant. Et en fait, quand on vous parle de transition énergétique, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de l'arnaque. Les voitures électriques, c'est bien gentil, mais c'est la même histoire, en fait. Pour aller miner, faire des mines un peu partout dans le monde, extraire ces matériaux qui vont permettre de faire les batteries, etc., ça va consommer beaucoup plus de CO2. Effectivement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé le steam, on a envoyé les fumées blanches et les fumées noires du charbon un peu loin de nos villes et un peu loin de nos pays pour pouvoir se donner une bonne conscience et puis respirer un air en apparence agréable. Mais en vérité, on n'a fait que déporter l'âge du charbon un petit peu ailleurs. Donc c'est important à garder en tête ça. Non, je vais faire deux observations. Un, je vais me contredire sur un point. Non, juste évoquer, revenir sur Steam Boy. Mais bon, du coup, ça me permet de remettre en avant l'imaginaire japonais qui se distingue toujours quand même de l'imaginaire occidental. Je te donne 2 minutes ouais. parce qu'après, on n'a plus que quelques minutes pour la dernière question Ouais. que je voulais aborder. Et après, on fait la salle quand J'en ai même. pour 2 minutes, une. Nickel. Et donc, juste de rappeler que dans Steam Boy, il y a une vraie réflexion sur la notion de progrès, puisque dans le récit, en fait, le développement technologique amène à la création d'armes, et le film s'achève sur une première guerre mondiale revisitée. Donc Otomo n'oublie jamais en fait cette question et ce raisonnement sur le rapport au progrès et du coup le propos par rapport au traumatisme de la Première Guerre mondiale. Après, juste pour revenir sur le steampunk par exemple, il y a l'approche comme vous venez d'évoquer et justement qui est pertinente, qui est intéressante puisque ça permet de dépasser cette problématique de l'esthétique. Par contre, de bien rappeler que le steampunk, il y a la dimension fictionnelle, c'est-à-dire des films, des jeux, mais il y a aussi la dimension purement esthétique, c'est-à-dire les vêtements, la fabrication d'objets. Donc là, on est dans le rapport de l'esthétique, de la beauté de l'objet, mais aussi on est dans une manière purement apolitique, c'est-à-dire qu'on fait revivre une esthétique, mais on s'arrête juste à refaire vivre une esthétique.
Il nous reste quelques minutes avant de. Il nous reste 9 minutes avant de passer les questions à la salle. Je crois qu'après on a un quart d'heure de questions, un truc comme ça. Je sais pas si. Je sais pas qui je regarde en fait. Je sais pas qui peut me dire ça. On va faire comme ça, du coup. On est en autogestion. Ils sont tous barrés. Bon, c'est houteux. On a la soirée, si vous voulez. Oui, je voulais quand même faire un dernier tour de table sur. Déjà, je suis content, vous m'avez un peu donné tort sur certains trucs, et notamment. Avec vos romans directement, donc c'est parfait. Et justement, je m'interroge sur est-ce que justement ça va pas revenir à la mode, le steampunk, ou au moins cette méthode du truc en punk, pour parler d'une époque, revenir sur une époque et une technologie. Et je voulais citer Arcane justement, donc ça tombe bien que tu en aies parlé, parce que Arcane, ce qui est intéressant, c'est que c'est un très très gros succès. Et en fait, il y a des gens qui connaissent, j'imagine, ici, mais en fait, c'est tiré d'un jeu vidéo qui n'est pas steampunk, mais qui, dans ce jeu vidéo, a une ville qui est steampunk. Et je trouve intéressant le fait que les créateurs qui se sont retrouvés à adapter ce jeu qui a un univers un petit peu foutraque, où il y a plein de trucs, se sont dit non, ce qui est intéressant, c'est cette ville. Et effectivement, eux, ils débarquent, alors, à ma grande surprise, parce que c'est une adaptation de jeu, on pourrait se dire, oui, bon, ils ont fait un truc pour les fans et tout. Ils arrivent et ils ont compris que la question de la technologie est hyper importante, et il y a tout ce truc il y a des personnages qui sont, notamment dans les hautes sphères, et qui sont des gens qui croient sincèrement amener une technologie qui va amener un progrès social et régler des problèmes. Ils y croient vraiment. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il y a ce truc de classe qui est même complètement affiché en mode, il y a la ville haute, la ville basse, ça commence. Première scène, c'est une manif qui se fait détruire sur le pont entre les deux. Enfin, ils assument complètement ce truc-là. Et du coup, ça m'interroge vraiment. Et je voulais citer aussi un jeu que j'ai cité à plusieurs conférences, mais qui s'appelle Frostpunk. Qui est en fait un jeu steampunk. Ça s'appelle Frostpunk, mais en réalité c'est un jeu steampunk, et qui imagine qu'il y a une catastrophe, il y a un dérèglement climatique au moment de l'industrialisation, de la révolution industrielle, donc il y a une glaciation, et du coup on doit faire des villes qui survivent avec une technologie un peu comme ça, avec du charbon d'ailleurs, dans ce truc-là. Et il y a vraiment ce truc en fait, pour parler du dérèglement climatique et de l'industrialisation et de tout un tas de trucs, justement, il y a le travail des enfants, il y a tout un tas de questions qui se posent avec. On part sur du steampunk. Et je me demande, est-ce qu'il y a pas un avenir là-dedans, au sens où en fait ça permet, comme la science-fiction le fait si bien, de parler des problèmes qu'on a maintenant, mais au lieu de faire de la prospective et de se dire on va vers là, on va vers là, on va vers là, et ce qui prend un peu un mur maintenant, on a un peu du mal à imaginer des futurs tout court, revenir plutôt à là où ça a merdé. Et surtout s'interroger sur notre rapport à ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez... quel est l'avenir finalement du steampunk? Bah oui, je pense que c'est tout à fait vrai, hein. C'est-à-dire que le steampunk, c'est tellement rassemble plein de choses que tu peux faire de la science-fiction. Dans l'homme électrique, qui fait partie de la série de l'Empire électrique, on est clairement sur le transhumanisme, sur qu'est-ce qu'une identité, puisqu'on a un personnage qui peut se brancher en fait sur le cerveau des autres, qui télécharge les souvenirs. Et donc en fait, son humanité est sans cesse changée, parce que quand il absorbe un souvenir, il se l'approprie et il devient quelqu'un d'autre, puisqu'on est la somme de ses souvenirs. Donc si les souvenirs changent, notre identité change. Donc en fait, le steampunk te permet d'interroger plein de choses. Donc après, quelle sera la mode demain? Je pense que personne n'est devin, mais Non, mais par contre, dans le prolongement, il faut évoquer la série des Enchantés de Matt Groening, qui est en fait un mélange entre univers de fantasy, et il y a une ville steampunk à l'intérieur, rétro-futuriste, et qui effectivement permet de souligner les affres du progrès. Et du coup, ça me fait penser, même ce que tu dis, Victor, c'est que, à mon avis, il pourrait y avoir une sorte de logique de glissement, c'est-à-dire qu'on est en train d'introduire des univers rétro-futuristes dans de la fantasy, pour justement souligner cette problématique du progrès et de l'impact positif ou négatif. Et donc Arcane en est aussi un exemple. Donc il y aurait peut-être une tendance qui serait là. On pourrait peut-être développer un mouvement, faire un manifeste. Et, ouais, pourquoi pas. Je vais juste dire 2-3 trucs, parce que j'ai un train après, il va falloir que je parte. Donc je suis vraiment désolé de partir. C'est le manifeste. Oui, c'est ça, c'est le manifeste. Non, je voulais revenir sur 2 points. D'abord, juste un chiffre, parce que bon, les panneaux solaires, etc. Moi, je pense que je suis pas tout simplement assez apte et assez scientifique. Enfin, j'ai pas assez de connaissances pour dire s'il vaut mieux utiliser ça ou ça. Je voulais juste, en apport à ton discours, rappeler un chiffre qui, moi, me questionne en tout cas. C'est de dire qu'aujourd'hui, en 2022, 80% de l'énergie produite l'est à partir de pétrole, charbon et gaz. Donc
Parce que finalement, quand on regarde la société, on a toujours l'impression qu'on a fait de grands pas en avant et qu'on a complètement changé de paradigme. Quand 80% de l'énergie est produite à partir des 3 substances les plus polluantes et qui amènent le réchauffement climatique, c'est sûr que là, il y a vraiment des questions à se poser. Deuxième point, je voulais revenir sur le manichéisme et le bien, le mal. Moi, je pense que quand on parle de sujets comme le colonialisme, etc., c'est assez facile de devenir un donneur de leçons. Et comme je l'ai déjà dit, j'aime pas trop les moralisateurs et j'essaye de pas en être un moi-même, même si on a tous un peu cette tendance, je pense. Donc, je dis pas que je suis pas un moralisateur, mais j'espère ne pas l'être trop. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'amener des personnages, et je pense que c'est le cas aussi pour toi, Vincent, c'est d'amener des personnages qui justement vont montrer la complexité des situations, y compris dans des situations super dur comme le colonialisme. C'est pour ça que nos 2 personnages là, et je voulais revenir dessus parce qu'on les a pas choisis par hasard, c'est un Européen, un journaliste qui a vécu toute sa vie en Europe, donc il connaît rien du colonialisme lui. Par contre, c'est un journaliste qui fait pas son boulot parce que en fait, il écrit la propagande impériale, donc il écrit ce qu'on lui demande d'écrire. Et après, il va faire une connerie qui fait qu'il va être propulsé au Congo, alors que c'est pas du tout sa place. Lui, il a évolué dans les salons riches, etc. Et C'est Tintin en fait. il a un petit côté Tintin, mais Tintin, le mauvais Tintin, tu vois, le Tintin au Congo, justement. Et justement, alors ce personnage, on a développé ces personnages avec beaucoup de tendresse, donc du coup, à la fois, il a plein de côtés haïssables, mais en même temps, il est à la fois pas responsable de tout ça, et en même temps, il a sa part de responsabilité, comme toutes les personnes de l'époque. Et le fait qu'il n'ait pas fait son boulot de journaliste, notamment, ça lui revient en pleine face, et c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez intéressant. Et l'autre personnage, qu'on n'épargne pas non plus, c'est Camis, c'est un Africain, mais qui est dans l'armée coloniale. Et donc du coup, pareil, lui, il est pareil, le fessier entre 2 chaises. C'est-à-dire que d'une part, effectivement, il appartient plutôt aux personnes qui ont été colonisées, mais il a été acteur aussi de cette colonisation. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est important, c'est qu'il ne faut pas voir les acteurs historiques comme des victimes ou comme des bourreaux. Je pense qu'on a tous les acteurs économiques et sociaux de l'époque ont une part, alors plus ou moins importante, hein, ça va être 90% de bourreaux, 10% de victimes, ou alors 90% de victimes, 10% de bourreaux, mais ce sont des acteurs économiques qui agissent tous, et les subaltern studies en histoire, c'est prendre l'histoire par le bas et voir comment les acteurs sociaux dominés agissent sur leur époque. C'est-à-dire que même des personnages qui sont dominés et qui subissent, agissent eux aussi sur leur époque. Et en prenant un personnage comme Camis, qui est plutôt du mauvais côté de la barrière, on montre aussi qu'il a également ses implications et sa façon d'agir sur son époque. Et donc c'est pour ça que aussi faire un Européen et un Africain dans un contexte colonial, c'était important parce que ça permet un peu à tout le monde de s'y retrouver et puis de poser des questions sans forcément apporter de réponse. Voilà. Je rebondis justement sur le personnage de Camis. C'est un personnage qui en fait est tiré d'un roman de Jules Verne. C'est un personnage secondaire d'un roman de Jules Verne pas connu. Donc autant dire que si vous connaissez pas Camis à la base, c'est normal. C'est un roman qui s'appelle Le village aérien et qui est sans doute été une inspiration pour Tarzan parce qu'il y a des singes intelligents dedans. Enfin bref. Et quand on lit Le village aérien, alors Camis c'est un peu une caricature de le bon Africain qui est bien gentil, qui aide les colons à aller explorer et puis à aller massacrer de l'éléphant pour prendre de l'ivoire. Bon, ça paraît très bien. Jules Verne, il est pas raciste, mais alors il est bien paternaliste. Hein. C'est une forme quand même de racisme. Bon, et on se disait, on va pas faire non plus une caricature inversée. C'est important de réinventer un petit peu ce personnage, mais les livres à thèse, c'est chiant, quoi, parce que si le seul but c'est de démontrer regardez, notre idée est très bonne, elle est bien meilleure que les autres auteurs avant, c'est pas intéressant. Donc on prend des personnages complexes parce que je pense que c'est le but de cette réinvention de l'histoire. Encore une fois, comme tu disais, c'est pas du négationnisme. On veut réinventer l'histoire en montrant les réalités du monde, même si on passe par des biais d'invention de science-fiction. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense que la question de l'avenir du steampunk, elle est intéressante parce que il y a quelque temps, je me faisais la réflexion, mais que penseront les générations futures d'une époque où des écrivains réinventaient leur passé? Je me disais, mais ils vont nous trouver bizarres quand même.
le 21e siècle sera l'époque qui repense le 19e parce qu'il l'a pas assimilé, il veut le refaire, ça lui va pas. Bon, après je me suis dit d'une part la postérité on s'en fout, on n'y sera pas pour voir. Et d'autre part, je pense que bon, on n'est pas la première époque à réécrire son passé non plus. Mine de rien, les contes de fées, c'est une manière aussi de réinventer le Moyen-Âge au XVIe. Les romans de chevalerie, c'est déjà une manière de réinventer un début de Moyen-Âge, fin Moyen-Âge. Bon, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de commenter le présent par le passé. Et c'est quelque chose qui a de l'avenir, si je puis dire. Tu parlais d'un manifeste de mélange entre steampunk et fantasy. J'ai un projet qui correspond exactement à ça. Donc tu écris le manifeste, je signe en bas, quand tu veux. Une petite remarque qui m'est venue en tête là, en vous écoutant aussi. Puisqu'on parle de steampunk et de rapports de classe et des machines à cette époque, on a tendance à considérer que les rapports de classe, c'est les rapports entre les classes humaines, entre les riches, la classe moyenne, les pauvres. Mais on peut se demander aussi si petit à petit, on n'est pas en train de créer un nouveau rapport de classe qui serait le rapport entre la classe des hommes et la classe des machines. Elle risque de devenir de plus en plus autonome, de plus en plus puissante, de plus en plus capable de faire des choses qu'on ne comprend pas. Donc on peut peut-être imaginer aussi un rapport de classe nouveau, hein, homme-machine. Et c'est là où peut-être cette époque du 9e siècle était intéressante, parce que ces machines, non seulement elles avaient du panache, elles étaient jolies, mais elles montraient ce qu'elles faisaient quelque part. Elles avaient le ventre ouvert, une locomotive, on voyait ses pistons tourner, et puis quand elles tombaient en panne, on savait globalement trouver un technicien, un ouvrier spécialisé qui était capable de dire, bon, bah, c'est cette pièce qui est cassée, il faut venir la changer. Aujourd'hui, de plus en plus, on est amené à utiliser et on est confronté à des machines qu'on ne comprend pas, qui sont des boîtes noires, qui sont tout à fait obscures, dont le fonctionnement nous reste complètement obscur, qu'on ne sait pas réparer. Si on amène la machine chez un réparateur, il vous dit, vous savez, bon, ça coûtera moins cher de la jeter, d'en acheter une nouvelle que de la réparer. Donc peut-être c'est intéressant aussi ce changement de rapport qu'on a face à la machine. Avant, on pouvait dire qu'elle faisait partie du spectacle, elle nous offrait un spectacle, et puis on était encore d'égal à égal avec elle. On les voyait fonctionner, on pouvait plus ou moins intuiter leur fonctionnement. Aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est très humiliant, je crois. En fait, on est en train de se faire humilier par les machines, dans le sens où, d'ailleurs, elles vont se faire elles-mêmes. Elles vont petit à petit se faire et se réparer elles-mêmes. Et d'ailleurs, maintenant, avec l'IA, en fait, elles vont se programmer elles-mêmes. Donc, on a organisé notre propre déclassement face à une nouvelle classe, celle des machines. Merci beaucoup. Il nous reste encore... On est d'accord? On a jusqu'à l'écart pour les questions? Okay. Ben, merci beaucoup, Victor. Il y a un manifeste à signer, apparemment. Ben, on va prendre les questions, du coup. Est-ce qu'il y en a des questions? Vas-y. L'Etherpunk, avec le Château des Étoiles d'Alex Alice, qui donc, par la découverte d'une nouvelle source d'énergie, permet la colonisation de l'espace, du système solaire, etc. Tout ça sur le fond des mystérieux cités d'or, bref. C'est un peu style. Tout ça, c'est une remarque sur qu'est-ce que ça peut vous évoquer. Et deux, par rapport au dieselpunk, je me suis demandé, même avec tous les autres types, le steampunk à peu près, je me demandais à quel point ça s'est assimilé, interpénétré, voire confusé, on va dire, avec le pulp, avec l'esthétique pulp. Alors, première réponse, c'est que l'etherpunk, c'est juste une variation du steampunk. Parce qu'en fait, l'éther, c'est un élément qui fait partie des fictions de science-fiction du 19e. Comme la cavorite, je ne me souviens jamais. Le dernier roman de John Ford, par exemple, utilise la cavorite. Donc là, pour moi, ce sont juste des déclinaisons. C'est-à-dire qu'on utilise des énergies ou des espaces particuliers imaginés par l'imaginaire de l'époque, et on les utilise pour pouvoir développer des univers rétrofuturistes. Pour le pulp, alors le pulp, effectivement, c'est au cœur de la relecture du dieselpunk, puisque le dieselpunk, pour faire grossier, ce sont des auteurs qui vont puiser dans l'âge d'or états-unien. Donc c'est toute la science-fiction des pulps.
Donc, effectivement, on retrouve. Et notamment, Warren Ellis, dans Planetary, s'amuse à reprendre tous les héros de Pulp et crée une ligue avec j'ai perdu son prénom, Savage. Savage. Ouais, voilà. Tout un ensemble, en fait, de figures importantes de l'entre-deux-guerres. Et il s'amuse à créer une ligue. Et en même temps, il s'amuse aussi à créer une ligue du 19e avec Sherlock Holmes et avec toute l'équipe. Donc le pulp est un des éléments au cœur de la relecture du dieselpunk. En tout cas pour le côté états-unien. Puisque les Européens, par contre, auront tendance à puiser dans un autre héritage, qui est l'héritage de la science-fiction francophone, britannique, de l'entre-deux-guerres, qui est légèrement différente. Je suis complètement ignorant sur la question, donc je n'ajouterai rien. Une autre question ? Moi, c'est peut-être une question pour les deux auteurs. Est-ce que, quel est vous, votre rapport à la technologie à titre personnel ? Du coup, à force d'étudier la question sur des points de vue. Alors c'est très marrant que cette question soit posée, c'est dommage que Victor soit parti, mais je vais en profiter pour dire du mal de lui. Ceux qui le connaissent savent pertinemment que Victor et la technologie, c'est un rapport difficile. C'est marrant. Ce qu'il appelle un téléphone, c'est pas vraiment un téléphone, c'est une machine à passer des appels. C'est la version primitive du téléphone, quoi. C'est limite s'il n'y a pas encore un fil. Les réseaux sociaux, il s'est désabonné, je crois, en 2007 de Facebook. Donc ça commence à dater. Il a un rapport plutôt négatif à la technologie. Moi, je n'ai pas un enthousiasme fou non plus pour la technologie, mais voilà, j'ai un bête smartphone sur moi. Et en dehors de ça, c'est vrai que c'est une forme de curiosité que je peux avoir pour les avancées technologiques dont on peut entendre parler, mais je crois que c'est plutôt du côté de la fiction que je vais aller chercher les intérêts, les idées nouvelles qui pourraient venir. Et je pense que Victor est un peu pareil. Par exemple, ce dont on parle beaucoup, je sais que ça a été l'objet de discussions en table ronde, le métaverse, par exemple, au mieux ça m'indiffère, au pire ça m'effraie. Mais je n'ai pas un enthousiasme passionnant pour ça. Je ne suis pas sûr même que Victor saurait dire exactement de quoi il retourne, sans vouloir lui casser du sucre sur son dos absent. Voilà. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond. Et ben voilà. Moi, pour ma part, il a évolué d'un grand enthousiasme quand j'étais jeune, que j'ai fait mes études d'ingénieur. J'ai adoré découvrir les premiers logiciels de 3D. Je passais des heures chez moi à modéliser des boules qui rebondissent. Je trouvais ça fabuleux. Je me disais, on va s'éclater avec ce truc-là. Je me suis retrouvé à travailler dans le domaine des technologies Internet et à faire des sites Internet pour vendre des téléphones Nokia ou des voitures Toyota. Et puis là, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions et j'ai tout plaqué à 35 ans. Et aujourd'hui, j'ai un rapport quasi phobique à ces choses-là. Alors, bien sûr, j'ai un téléphone portable comme tout le monde. J'entretiens de temps en temps, je mets une photo sur mon profil Facebook ou la couverture de mon bouquin. Mais globalement, ça me pompe l'air et c'est devenu très anxiogène même. Et pourtant, je devrais savoir m'en servir. Mais aujourd'hui, je me retrouve parfois face à des défis administratifs où il faut aller sur le site de l'URSSAF auteur. Il me parle en plus, alors il y a le mélange des deux, il y a le mélange de Brésil, vous savez, le langage de l'administration française, il me parle de précompte, de trucs. Et puis il y a en plus ces formulaires qui ne marchent pas, où il faut changer de navigateur. Je suis foncièrement dégoûté par la technologie et par ce qu'elle est en train de faire de nous et ce qu'elle nous coûte. J'en vois quasiment plus les bénéfices, je suis désolé, quoi. Je suis très désabusé par la technologie, ce qu'on en a fait. Je pense que le dégoût, il est venu progressivement, presque physiquement. Déjà, le fait d'être assis sur une chaise devant un écran, en fait, j'ai commencé à sentir à quel point ça me faisait du mal à l'esprit et à l'âme, à quel point c'était nocif pour mon état d'esprit. Et puis, par une forme de culpabilité aussi, je me suis rendu compte que même si j'aimais bien le côté gadget, gadget qui peut y avoir dans les technologies, je me rendais compte que finalement, il était mis à profit pour faire des choses que j'approuvais pas, c'est-à-dire aider le consumérisme à resplendir. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? C'est votre moment.
Mais vous n'êtes pas obligé. Oui. Ouais, c'était savoir si vous connaissez peut-être la série qui est plutôt steampunk. Alors, pour le coup, c'est Dracula, mais c'est un Dracula revisité justement par rapport à l'électricité. C'est de Jonathan Rhys-Meyers. Et du coup, ça complète ce que vous disiez par rapport à l'utilisation du pétrole, du charbon. Et il y a un vrai questionnement là-dessus sur ce combat qu'il y a eu entre les premiers découvreurs et les promoteurs de l'électricité et ceux du pétrole, les enjeux sociétaux et financiers que ça représentait, et aussi ce côté très, on va dire, très sombre du pétrole, alors, là où l'électricité avait été montrée comme quelque chose de flamboyant, de complètement merveilleux. Voilà, donc, Elle date de quand, la série? Des années 2000, pas exactement. Je sais pas la date. C'est une série récente. Ouais, c'est 2010. En étant, 2013. je pense qu'on approche très superficielle. Là, tu es en train de voir juste un produit qui a été fabriqué pour faire la promotion de l'électricité aux dépens du pétrole, Voilà. tel que tu me décris le récit. Et ça sent quand même là une opération genre, allez, c'est bon. Ouais, on doit passer au tout électrique. Donc c'est une série états-unienne. Oui. Ouais, donc juste en lisant ça, tu te dis, il y a anguille sous roche. Voilà. Oui, et surtout qu'il faut bien rappeler que l'électricité, c'est une énergie secondaire. Il faut la fabriquer avec une énergie primaire. Hein. Et je crois que voilà, il y avait quelque chose, une source d'énergie un peu spéciale, je crois, qu'il a amené quelque chose de plus proche de Tesla. Et ce qui permet de rappeler que l'imaginaire, sous toutes ses formes, en termes de fiction, est toujours un outil idéologique et de propagande. Même ce qui peut vous apparaître comme étant le plus inoffensif possible, véhicule toujours une idée, et notamment dans les productions états-uniennes. Merci pour la découverte. Et merci beaucoup à vous toutes et tous et à la table. Bon, je suis un peu désolé pour Sarah, je vais aller voir si... voilà, je vais aller en discuter avec elle, mais il y aurait eu plein de questions. Non, mais il n'y a aucun souci, je vais voir juste si elle va bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne sais plus s'il reste des trucs à faire. Le salon du livre est toujours ouvert? Vous pouvez... Où est-ce qu'on vous retrouve, quoi? Non, voilà. En tout cas, très bonne soirée, bon festival.